J'ai le très grand plaisir de vous parler aujourd'hui du Salve Regina de John Bull. C'est à mes yeux une œuvre majeure de la littérature pour orgue dans les Pays-Bas méridionaux ou Pays-Bas espagnols. Mais vous allez vous dire, que vient-il nous parler des Pays-Bas alors que c'est John Bull? Eh bien, justement, c'est peut-être la première chose à expliquer. John Bull est un musicien britannique, il est né dans le pays de Galles en 1562, mais en 1613, à l'âge de 50 ans, il va quitter l'Angleterre. Il va venir d'abord à Bruxelles et ensuite à Anvers. Pourquoi quitte-t-il l'Angleterre? Il y a plusieurs versions. La version de Bull, c'est qu'il fuit le protestantisme et qu'il est catholique et persécuté. Il y a une autre version qui est probablement non sans fondement, c'est que c'est pour une histoire de mœurs qu'il a fui l'Angleterre pour échapper à des poursuites. Toujours est-il qu'il arrive d'abord à la cour de Bruxelles où il va rester peu de temps, mais c'est un moment important parce qu'à la cour de Bruxelles, il y a des musiciens européens de très très haut niveau. Il y a d'abord un autre collègue britannique qui est Peter Phillips. Il y a le compositeur flamand Peter Cornet et d'autres musiciens italiens et autres, soit de passage, soit attachés à la cour des archiducs Albert et Isabelle. Ce premier verset de John Bull, il commence d'une manière fuguée, de manière relativement traditionnelle, et puis cette virtuosité dont je parlais de John Bull va surgir, et ce sont des notes rapides en double croche qui vont nous emmener dans un discours beaucoup plus fleuri. Alors, la première fois que j'ai joué personnellement ce Salve Regina, et pendant plusieurs années, je l'ai joué sur la seule édition aujourd'hui disponible. Et encore aujourd'hui, c'est l'édition de Thurston Dart de début des années 1960 qui est disponible. Et si j'utilise cette édition, eh bien, cette édition m'invite à jouer très rapidement parce que toutes les doubles croches sont notées dans l'édition de Thurston Dart en triple croche. C'est donc 2 fois plus rapide. Et donc, quand on lit cette partition telle qu'elle nous parvient dans l'édition de Thurston Dart, il faut être très prudent parce que sinon on peut être entraîné à la jouer dans un tempo complètement excessif. Il est évident que dans un tempo aussi rapide que celui-là, le discours disparaît, tout devient neutre. Et je pense que la virtuosité de Bull n'est pas forcément dans la rapidité elle-même, même s'il y a des moments assez fulgurants, elle est plutôt dans la manière dont il pense cette musique, dont il pense le thème du Salve Regina, qu'il nous fait entendre au début. Et la réponse. Donc ce début est plutôt solennel, lent, il fait entendre le plein jeu de l'orgue. Pour moi, Bull ne nous a laissé aucune indication de registration. Mais pour moi, c'est une évidence que cette première pièce doit se jouer sur le plein jeu. Et toutes les pièces de Cornet ou de Van de Kerkhoven qui nous parviennent indiquent toujours, quand elles sont enregistrées, indiquent toujours Volspel ou plein jeu pour le début pour la première pièce. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce premier verset. Il faut dire que la source qui nous parvient, la seule source qui nous a transmis cette œuvre est conservée à Vienne, dans un manuscrit qui est extrêmement petit. Il fait à peu près 9 cm sur 12, donc à peu près cette dimension-ci, un peu plus que vers le bas. C'est extrêmement petit. On ne peut pratiquement pas imaginer qu'on jouait à l'époque la musique sur un manuscrit comme celui-là. Il servait plutôt, probablement d'ailleurs que c'était un manuscrit peut-être offert à l'empereur d'Autriche, Saint-Empire germanique. En tout cas, il faut pratiquement une loupe aujourd'hui pour arriver à lire la tablature. Et en outre, le bas de la tablature a été rogné, a été abîmé par le temps, et donc il faut reconstruire. Et j'ai eu la chance, il y a un certain nombre d'années, de tomber sur
j'ai eu la chance que Jean Ferrare me fasse parvenir une transcription qu'il avait lui-même effectuée il y a un certain temps à Vienne, sur la base, en lisant ce manuscrit. Et j'ai donc pu comparer la version de Thurston-Dart et la version de Jean Ferrare. Et bien sûr, il y a des parties qui sont manquantes, puisque le bas des pages est manquant. Et donc, avec l'aide de Jean Ferrare, je propose une nouvelle édition qui sera réservée, enfin qui sera placée sur le site de ECHO et qui permettra aux organistes intéressés d'avoir une version un peu différente de la version de Thurston-Dart. La version de Jean Ferrare n'ayant jamais été éditée, la version que nous allons proposer est une version la plus, à la fois qui tient compte de l'expérience que j'ai acquise en la jouant au cours des années et de ce qui me semble aujourd'hui le plus probable, mais c'est une version, voilà, parmi d'autres, on pourrait en imaginer d'autres, puisque dans certains cas, elle est assez difficile à lire et à reconstituer intégralement. Le deuxième verset nous fait rentrer dans une utilisation de l'orgue qui est très neuve à l'époque, très neuve en tout cas dans l'Europe du Nord. On sait que les orgues flamands, les orgues brabançons, un peu comme les orgues espagnols à la même époque, utilisaient des registres coupés. Par exemple, ici, le cornet est un jeu qui va démarrer à partir du do dièse. La partie grave est donc muette, ce qui va me permettre, pour la main gauche, de faire entendre par exemple le bourdon et le prestant, et d'avoir une voix soliste à la main droite. Et cette idée même de voix soliste est une idée qui va de pair avec l'esthétique baroque. La musique de la Renaissance, pour orgue, ne fait pratiquement pas ou très peu appel aux voix solistes. C'est vraiment quelque chose qui va de pair avec la naissance de l'opéra, avec la voix soliste chez Monteverdi, chez Schütz, chez tous ces compositeurs du début du baroque. Eh bien, ici, voici ce deuxième verset que John Bull écrit en commençant dans le grave de l'instrument. Et écoutez la manière dont il prépare le thème que nous allons entendre ensuite en solo à la main droite. Voilà, on a deux plans sonores. On pourrait d'ailleurs imaginer aussi jouer cette pièce sur deux claviers, l'accompagnement sur un clavier, la main droite sur un autre clavier. Il y a d'ailleurs une mesure qui pose un peu problème, parce que dans la transcription qui me parvient et de Thurston-Dart et de Jean Ferrare, il y a un endroit qui n'est pas jouable sur le cornet, qui fait entendre le si en dessous du do, et donc il y a deux notes que je ne peux pas faire entendre. Alors, je me suis demandé s'il n'y avait pas une erreur d'octave, et si on ne pouvait pas trouver le moyen de, au lieu de jouer donc voilà une première possibilité, mais elle nous fait monter au si bémol et pas du tout certain que Bull avait un si bémol aigu sur son instrument à la cathédrale d'Anvers. Par contre, il y a une autre solution que j'ai souvent utilisée, c'est de légèrement transformer le texte de la main droite pour rester dans l'ambitus du cornet. Et donc ça va donner ceci. Et de cette manière, on peut jouer ce verset sur un orgue à un clavier. Et d'ailleurs, tous les versets, un petit peu moins le troisième qui pose certains problèmes, mais tous les versets, on peut trouver des solutions pour les jouer sur un orgue à un seul clavier. Et c'était d'ailleurs je dirais pas la monnaie courante, mais c'était le plus grand nombre d'instruments à cette époque étaient plutôt des instruments à un clavier.
Bien sûr, dans les cathédrales, on pouvait en trouver à 2 claviers, 3 claviers et même plus. Mais c'est une musique qui sonne magnifiquement sur les orgues, non seulement en Belgique aujourd'hui, en France, un peu partout, il y a des orgues à 1 clavier ou à 2 claviers où cette musique va sonner magnifiquement, mais aussi en Espagne, par exemple, avec les mêmes jeux de cornets, etc. On voit à quel point, à cette époque, il y avait une circulation entre les musiciens du Nord et les musiciens du Sud de l'Europe, entre les facteurs d'orgue du Nord et du Sud, et donc on assiste à l'émergence d'une manière d'utiliser l'orgue qui va être assez semblable entre les compositeurs espagnols comme Francisco Correa de Araujo, par exemple, et les compositeurs flamands, et j'inclus dans cela John Bull à côté de Peter Cornet. Le 3e verset, quant à lui, renverse la proposition du 2e. On a une voix soliste, mais elle va passer à la main gauche. Et très probablement, c'est pas la seule solution, mais très probablement pour un jeu d'ange. Soit pour une trompette, soit pour un cornet. Mais je pense qu'ici, clairement, John Bull utilise un orgue à 2 claviers. En effet, il n'y a pas moyen de jouer stricto sensu cette pièce sur un orgue à 1 seul clavier. En tout cas, la division du clavier entre basse et dessus ne correspond pas avec ce que nous savons des orgues de cette époque-là, ou simplement ce qui est écrit à l'intérieur de la pièce. J'ai donc tendance à penser que pour cette pièce-ci, John Bull utilise par exemple ce bourdon et prestant du grand orgue pour l'accompagnement et le chromorne du positif, par exemple, pour la voix soliste, ce qui donnerait quelque chose comme ceci. Etc. Et donc, le chromorne est une possibilité, la trompette en est une autre, et sur l'orgue, le grand orgue de la cathédrale d'Anvers à l'époque, Bull avait à sa disposition et le chromorne et la trompette. Donc, il ne nous indique pas, mais il nous laisse la possibilité de choisir l'un ou l'autre. Et ici, ça vaut peut-être la peine de regarder un sujet de discussion, qui est la question des altérations. En principe, dans la tablature, les altérations nous sont transmises avec une précision scientifique. Un si bécard et un si bémol ne s'écrivent pas de la même manière. Mais nous avons toute raison de penser que la tablature que ce n'est pas en tablature que Bull a écrit cette pièce, il l'a écrite en notation plutôt traditionnelle, et c'est le copiste qui a utilisé la tablature. Et dans la copie, il a pu faire des interprétations où il a pu éventuellement modifier le texte. Et je le vois par exemple ici, on a dans la première mesure de l'entrée de la basse, la main droite joue les si bémols. Or, la main gauche va jouer un si bécard. Alors, que faut-il faire? Eh bien, nous avons le choix. Nous pouvons décider de rester fidèles au texte tel qu'il nous est transmis par la tablature, ou bien nous pouvons décider de l'homogénéiser et d'ajouter un si bémol qui correspondrait avec la pratique de la solmisation qui était fréquente à l'époque, et ça donnerait ceci. Si bécard. Il y a plusieurs moments dans cette pièce qui sont de cette nature-là. Il y a vers la fin de la pièce est particulièrement intéressante parce qu'elle nous fait entendre un motif différent, mais qui est traité en contrepoint très très rapproché.
Et donc, on voit que Boulle, en l'espace chacun de ces versets dure à peu près 1 minute, c'est court, c'est fait pour alterner avec la voix, je le répète, et soit avec le plein chant qui est à ce moment-là très ramassé, soit avec la polyphonie vocale qui peut être éventuellement un peu plus développée. Mais il y a un nombre d'idées, de textures instrumentales à l'intérieur d'une courte pièce qui est absolument magnifique et qui justement nous entraîne vers l'esthétique baroque. Le 4e verset s'intitule dans la tablature O Pia. Mais j'ai toute raison de penser que c'est une erreur du scribe, du transcripteur. Je pense que ce 4e verset devrait plutôt être O Clemens. Je le vois à la fois par le chant Cantus Firmus. Ça, c'est la mélodie correspondant à O Clemens. Mais ça correspond aussi avec la place de l'orgue dans l'alternance orgue et chant. Et donc, voilà, c'est l'avant-dernier verset pour l'orgue. On a donc, après avoir entendu le plein jeu dans le premier, le cornet dans le deuxième, la trompette ou le chromban dans le troisième, on peut faire entendre quelque chose de beaucoup plus doux. Par exemple, on pourrait faire entendre bourdon et flûte et avoir quelque chose qui correspond très bien avec cette adresse à la Vierge à ce moment-là, O Clemens. Etc. C'est une possibilité. Personnellement, j'aime bien également d'utiliser la voix humaine, qui est un autre jeu important dans cette fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Alors, je vais l'utiliser toute seule pour des raisons d'intonation, mais vous allez entendre la couleur. Voilà, on est sur une couleur qui est peut-être un peu plus archaïque. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'orgue de John Bull à Anvers avait donné lieu à la fin du XVIe siècle à toute une série de registrations typiques encore de l'esthétique de la Renaissance. Est-ce que ces registrations, souvent avec des mélanges assez creux, par exemple, on ne serait pas étonné d'entendre quelque chose de cette nature-ci avec la voix humaine ? Donc un mélange entre la voix humaine, qui n'est pas tout à fait juste aujourd'hui, et un prestant, une sesquia altera, enfin des jeux plus aigus. Les musiciens, les organistes de la Renaissance adoraient ces registres très riches, très riches en harmonique, avec parfois des creux entre la fondamentale et les sons les plus aigus. Est-ce que c'est encore comme cela que John Bull utilise son instrument ? C'est une vraie question. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que quand il conseille une nouvelle composition d'orgue, comme celle qu'il va proposer avec Mathieu Langedul, grand facteur flamand qui est originaire de Gand, qui a travaillé avec les Brébos à Madrid, à l'Escurial, qui a créé l'orgue de Saint-Gervais à Paris, qui sera l'orgue des Couperins, avant de revenir à la cour de Bruxelles et de construire des orgues à Bruxelles et dans toutes les provinces des Pays-Bas méridionaux. Eh bien là, on voit que John Bull n'est plus véritablement dans l'esthétique de la Renaissance. Il est déjà dans une esthétique qui est l'esthétique qu'on pourrait appeler aujourd'hui pré-classique, si on se réfère à la manière dont, en facture d'orgue française, par exemple, on désigne l'esthétique de la première moitié du XVIIe siècle par rapport à l'esthétique classique de la deuxième moitié. En gros, une esthétique où la polyphonie, la clarté polyphonique est une valeur absolument première. Et puis nous avons le 5e verset qui, lui non plus, ne comporte aucune indication de registration. Donc John Bull ne nous a pas beaucoup aidé à la tâche. Mais je suis assez convaincu
que ce dernier verset doit se jouer sur un mélange puissant, sonore, mais pas forcément sur le plein jeu. Et j'ai tendance à penser que là, il utilise une enregistration qui va se rapprocher de ce qu'on va appeler plus tard en France le grand jeu. Donc, un mélange de trompette, clairon, mais pourquoi pas aussi de mixture ou de tierces principalisantes. On n'est pas encore donc, dans la facture d'orgue classique française, même si la structure même de ce Salve Regina anticipe sur des structures que l'on va trouver dans les hymnes des compositeurs de l'époque de Louis XIV, mais 50 ou 80 ans plus tard. Donc, ce Salve Regina est une pièce assez extraordinaire d'abord parce qu'elle est écrite par John Bull, musicien majeur du début du XVIIe siècle dans les Pays-Bas méridionaux, parce qu'elle nous donne à entendre une manière d'utiliser l'orgue qui est très spécifique à ces provinces espagnoles, et parce que, dans une certaine mesure, elle anticipe sur ce que va devenir la musique d'orgue en France à partir des années 1660-1670. Donc voilà, c'est une œuvre qui m'est très très chère, et nous avons décidé avec Jean Ferrard donc d'en proposer une version, pas forcément la version définitive, mais une version qui soit utilisable par les organistes aujourd'hui. Je crois que c'est une pièce qui mérite d'être mieux connue, d'être plus souvent jouée, et probablement que d'autres organistes et d'autres musicologues apporteront leur propre pierre à la valorisation de cette magnifique musique. Et je propose maintenant d'écouter la version intégrale que j'ai enregistrée sur cet orgue au mois de mai 2020, en pleine pandémie, ce qui nous a permis d'enregistrer dans une église parfaitement silencieuse, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de circulation, ou pratiquement pas de circulation. Par contre, ce que j'aurais tendance à dire, ne prenez pas cette interprétation comme un modèle, prenez-la comme une proposition. Je ne la rejouerai d'ailleurs pas forcément exactement de la même manière aujourd'hui, peut-être un petit peu plus expressive, un petit peu moins rapide. Mais voilà, nous sommes libres de nous emparer aujourd'hui de cette musique magnifique.